Merci Florence. Alors que j'ai reçu l'invitation à cette colloque, je me suis dit peut-être il serait mieux de parler de la reprise de la musique ancienne en Italie. Mais comme le colloque était dédié à un seul personnage, je préférais de parler de Luigi Francesco Valdrighi. De toute façon, je voulais vous présenter un document photographique très important, très émouvant à mon avis, qui est la photo du concert historique qui fut tenu à Rome 1889, et c'est un concert qui montre un groupe d'instruments et d'instrumentistes, aucun desquels est toujours conservé. Et donc, les musées de l'Académie Sainte-Cécile à Rome, au Parc de la Musica, toujours à, disons, 5 entre les instruments que vous voyez, et que ces concerts étaient à la présence de la reine Marguerite, se note en particulier de la fleur qui est toujours dans la pochette, la Marguerite qui a la pochette ou à la boutonnière, comme hommage à la reine qui était présente. Et la reine Marguerite a eu un rôle très important pour la renaissance de la musique ancienne en Italie. Elle jouait le mandolin et beaucoup d'autres instruments. Donc, ça c'est seulement une prémisse générale pour dire que aussi en Italie, le mouvement de la musique ancienne a été vive et a été important. Mais venons à Luigi Francesco Valdrighi. Le comte Luigi Francesco Valdrighi, descendant d'une illustre famille de législateurs et de juristes, connus pour ses recherches sur l'histoire locale, sur l'histoire de l'art et de l'architecture, sur l'urbanisme, notamment de sa ville natale de Modène, près de Bologne. Fut aussi traducteur et éditeur des poètes latins, Némésien, Perse, Horace. Il fut poète lui-même, ainsi que journaliste. Mais surtout, il mérite d'être mentionné pour ses travaux dans le domaine de la musicologie et notamment de l'organologie. En 1868, il fut nommé secrétaire adjoint de la bibliothèque Estense de Modène. Il était membre effectif de la députation d'histoire de la patrie, membre honoraire de l'Académie des beaux-arts de Modène, membre effectif de l'Académie de littérature et des arts de la même ville, membre de grand mérite de l'Académie de Sainte-Cécile de Rome. Connaisseur et collectionneur passionné d'instruments de musique ancienne, il avait créé une riche collection de spécimens construits par divers facteurs italiens et étrangers. Ému par la conviction que sa collection devait devenir une partie intégrante du patrimoine municipal de la ville, il disposait en 1892 de la remettre au musée de Modène. La correspondance intervenue à l'occasion du dépôt de la collection entre les autorités locales, le comte Valdrighi et la direction du musée municipal dénote une attention consciente de la part de la municipalité de Modène quant à l'importance de ce dépôt, un phénomène encore aujourd'hui plutôt unusuel, du moins en Italie. Cela tient également, et sans doute, à la renommée et à l'importance du déposant, ainsi qu'à l'originalité et à la valeur du noyau instrumental donné, reconnu et primé à l'occasion des expositions de Londres en 1845 et de Boulogne en 1888. Les documents administratifs du musée ne contiennent pas une liste détaillée des instruments de musique constituant la collection elle-même au moment du dépôt, mais la source de référence en ce sens est un document conservé dans les archives du musée, la liste 18. La compilation de cette liste remonte certainement à Arsenio Crespellani,
archéologue et spécialiste de l'histoire locale, qui prit la direction du musée municipal de Modène en 1894 et qui décédait en 1900, de sorte qu'elle doit remonter forcément aux derniers 6 ans de la fin du siècle. La documentation archivistique du musée municipal contient également des anciennes photographies des instruments de la collection Valdrighi, réalisées selon toute vraisemblance à la demande de Crespellani, afin de donner suite à la requête du musée de New York de recevoir toute documentation disponible, catalogue, photographie, liste relative à la collection instrumentale Valdrighi, un catalogue que j'aurais trouvé par ailleurs en original à New York. Je ne sais pas si ça c'est un cas tout à fait particulier ou si le musée de New York avait une sorte de modèle à faire pour ramener des informations d'autres pays. Je ne sais pas ça. De toute façon, le catalogue est toujours là. L'acquisition définitive de la collection par le musée de Modène prend fin 7 ans après la date du dépôt. Immédiatement après le décès du comte Luigi Francesco, survenu en avril 1899. Un mois plus tard, la sœur, comtesse Maria Luigia Valdrighi, transforme le dépôt précédent de la collection dans une donation définitive au musée. Par la suite, en 1902, la volonté testamentaire de la même comtesse permet au musée de Modène de faire une nouvelle acquisition des portraits de la famille, y compris celui de Luigi Francesco, et des diplômes reçus par les frères aux expositions musicales de Turin, Milan et Anvers. Les dépôts et les dons du comte Valdrighi aux institutions publiques ne se terminent pas par le transfert de la collection instrumentale au musée municipal. Les archives familiales, une riche documentation de nature juridique et administrative concernant principalement le XVIIe et XVIIIe siècle, ont été remis aux archives des États à Modène, tandis que le manuscrit musical appartenant aux collections personnelles, un nombre considérable de volumes d'histoire de la musique, d'études sur les instruments de musique et d'autres documents présentant un intérêt musical ont été donnés à la bibliothèque Estense de Modène. La collection des instruments de musique anciens du comte Valdrighi représente, comme dans de nombreux autres cas du XIXe et XXe siècle, l'image d'un vaste visuel de collection, avec des choix qui, dans notre cas, s'appliquent à toutes les familles d'instruments et dans une certaine mesure aussi même à la facture extra-européenne. Les groupes de photographies que je mentionnais précédemment et que je vous montre maintenant bien rapidement, en ajoutant qu'en ce qui concerne la situation moderne de la collection, nous pouvons nous adresser au catalogue publié par Louis Cervelli en 1882 et au site web, au website du musée, bien sûr. Donc, ce sont les photos d'autrefois. Et je vous prie de regarder l'instrument qui est à droite en haut. Un violon, ça va parce que je veux parler de ça dans un moment. Donc, je ne traiterai pas des instruments, mais permettez-moi seulement une question, éventuellement pour susciter votre sourire. Valdrighi reçut en don un violon modèle Savart, c'est-à-dire le violon qui est là, le triangulaire, en haut. Il a reçu ces violons en don par Felice Olivier, un luthier de Turin, avec qui il avait évidemment un lien amical et aussi bien confidentiel. Dans un article publié en 1895 dans un journal local et consacré à ces mêmes violons Savart, était reproduite une lettre qu'Olivieri lui envoya avec ses curieux instruments triangulaires en ajoutant à l'occasion ses réserves sincères sur la validité du modèle.
je lis maintenant. Les violons, ça va, est simplement détestable en termes de qualité sonore et de qualité esthétique. Je n'ai pas non plus pensé à vous envoyer un bon violon en cadeau, mais simplement un violon construit avec une précision mathématique basée sur les préceptes de l'inventeur, un violon n'ayant d'importance que pour une collection comme la vôtre. Comme il arrive souvent, après la mort de Valdrighi, l'oubli est tombé sur sa œuvre, mais pas sur les publications qui ont constitué la partie la plus originale de sa production, à savoir celle des sujets musicologiques. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner la série d'essais intitulée Musurgiana, dont voilà les premiers numéros, parus en 1879, consacrés à 3 instruments méconnus: la scrandola, le pianoforte, pas les pianos bien sûr, le psalterion. Donc, ils sont très études vraiment originales. La scrandola, c'était une sorte de crézelle. Est-ce que vous connaissez la crézelle? C'est un instrument qui fait beaucoup de bruit. Et le pianoforte était un instrument dont la documentation avait été retracée par Valdrighi. C'est un instrument du VIe siècle, du début du VIe siècle, qui n'est pas bien sûr le piano. Et c'est un instrument à cordes qui était capable de faire, bien sûr, le piano et aussi le forte. Et enfin, le psalterion, c'est un instrument bien plus connu, mais Valdrighi avait retrouvé un manuscrit d'instruction, disons, une sorte de méthode pour jouer le psalterion. Il a publié. Un autre pamphlet est consacré à un instrument appelé fagotus et à son inventeur Afrânio, une monographie détaillée au sujet de la fabrication de l'instrument de la part du neveu de l'inventeur, auquel s'est joint un appendice en 1895 lorsque le savant modénise il découvrit avec joie, c'est une citation bien sûr, dans les archives nationales de sa ville, les documents contemporains sur la manière de jouer les fagotus d'Afrânio. Cette publication est dédiée à Victor Charles Maillon, avec lequel Valdrighi était en correspondance constante. Pour toutes les autres publications de musicologie couvrant la période 1878-1895, on doit se référer évidemment à la bibliographie déjà existante et au catalogue de la collection. Laissez-moi seulement de vous offrir une rareté, une image presque inconnue de ces fagotus conservés dans un tableau dans une collection particulière. Donc, les fagotus en bas, à gauche, nous le reconnaissons parce qu'on a les manuscrits et ces tableaux, c'est la seule image que je connais depuis l'autre qui est dans le manuscrit même. Donc, c'est vraiment intéressant. Mais le moment est venu de s'occuper de ce qui a été la plus grande entreprise de notre terre, notamment à raison de la fabrication du son qui donne le titre à la session d'études d'aujourd'hui. Il s'agit d'une collection monumentale de noms et de données sur les facteurs d'instruments de musique de toutes sortes, mais aussi sur les collectionneurs et d'autres figures qui ont de rapports étroits et tout à fait particuliers avec les instruments de musique. Ouvrage totalement novateur en son genre, il porte un titre incompréhensible en italien, je crois aussi en français. Nomochelugographia en italien, disons nomochelugographie en français,
En réalité, cela signifie simplement, en grec ancien, un test sur les facteurs d'objets sonores. Voici ce que Waldrigi a déclaré lui-même dans la préface de son Opus Magnum. À partir de la recognition de l'art du violon dans notre petit ancien état, il se réfère ici à ses recherches sur la lutherie ancienne de Modène. En les complétant autant que j'avais le pouvoir de faire, je me suis senti impliqué dans celle d'un milieu plus grand et presque universel. J'étais donc obligé d'y joindre presque involontairement, et je dirais pour des raisons presque morales, diverses centaines de données sur la construction d'autres instruments de musique de tout genre. Parue en 1884, cette liste de fabricants d'instruments harmoniques, aussi bien que les diverses agenctions successives, 5 agenctions, constitue une entreprise qui Waldrigi n'a jamais considérée achevée. La nomocheliurgographie représente les moments de grande ambition auxquels arrive l'activité de sa recherche systématique et qui marque en même temps un détachement du savant par rapport aux intérêts peut-être plus traditionnels du cercle académique de Modène, ainsi que sa approche ferme et définitive au thème de l'organologie. Les volumes est le résultat de l'examen minutieux de centaines de documents, des livres, d'instruments de musique et de la correspondance serrée qu'il entretenait avec de nombreux savants italiens et étrangers. Ce travail a produit une liste de 4515 entrées, plus 371, qui ont été retrouvées dans une liste inédite, la 6e, publiée il y a quelques années par une chercheuse italienne. Dans tout ce travail, cependant, il y a une petite faille. Faille. Waldrigi, bien que n'étant pas un polymathe, était certainement un érudite encyclopédique, qui déroulait son travail avec diligence et précision, mais évidemment ne pensait pas devoir indiquer, sinon exceptionnellement, la trace, c'est-à-dire le document ou l'objet physique à partir duquel il obtient les informations. Un processus qui a amené son test à être soupçonné et mis en doute à plusieurs reprises, parfois de façon voilée, parfois plus ouvertement. Il m'est passé alors, il y a de nombreuses années, de remarquer ce scepticisme en lisant par exemple les dictionnaires de facteurs d'instruments avant de L'Anguille, au point qu'il plaçait en doute avec un point d'interrogation le nom d'un facteur mentionné seulement par Waldrigi et non confirmé par d'autres sources. J'ai décidé donc de m'essayer à la vérification et au cours des plus de 20 ans, j'ai recueilli et enregistré dizaines de confirmations de ce que Waldrigi a écrit sans déclarer la source ou les sources que j'ai néanmoins pu retrouver dans de nombreux cas et que je vais vous montrer avec quelques exemples instructifs. Le premier cas, je donne seulement quelques exemples. Bartolomeo Frezza était un luthier qui est mentionné seulement par Waldrigi. Notre source était connue alors, et Lütgendorf, l'auteur des plus importants dictionnaires des luthiers, mentionne seulement Waldrigi comme autorité sur ce point. Bien, aujourd'hui, nous connaissons tout ce qui regarde ces luthiers, qui étaient vraiment à Rome dans la Via dei Luthiers, des Leutari en italien, et ces bâtiments-là, qui n'existent plus depuis longtemps, de toute façon documentent la présence de 7-8 différents luthiers qui travaillaient dans le même bâtiment, le même atelier en tournation, disons, l'un après l'autre. Les noms de Niccolò Albana, c'est-à-dire d'un facteur de clavissant, n'étaient pas connus, sinon par la 5e agent du livre
de Valdrighi, mais Messier Tagliavini, notre cher ami, il a acheté ce merveilleux instrument de Niccolò Albano qui date au 1584. Donc, la documentation existe. Encore un exemple, Valdrighi a mentionné deux noms différents, deux personnes différentes pour les facteurs des instruments de cuivre Pelliti de Milan, qui après lui ont été confus parce qu'il s'appelait Giuseppe, soit le père, soit son fils, et donc les répertoires successifs ont réuni les deux noms dans une seule personne, mais ils étaient deux, comme vous le voyez ici, et donc maintenant, tout le monde qui s'occupe des instruments, c'est qu'ils sont deux personnes différentes qui ont travaillé dans deux périodes différentes. Celle à droite, c'est l'auteur du fameux cimbasso, du contrebasse, qui fut un trombone contrebasse qui fut dédié à Verdi. Après, les noms d'Alessandro Ghirlanda, connu seulement par Valdrighi, est maintenant documenté par beaucoup de sources qui ont été retrouvées dans les dernières dizaines de recherches. Et en particulier, je vous montre un pavillon chinois, qui est un instrument tout à fait particulier. Nous n'avons pas du temps pour parler du pavillon chinois, qui est un instrument qui mérite d'être connu. Mais il y a aussi un roman des billets de l'île Adam qui se rapporte à le joueur de pavillon chinois. C'est incroyable, évidemment. Donc, un autre nom, Kirchnig, ils sont seulement des exemples, Florence, quand il est temps. Et c'est Kirchnig, un facteur de piano de Saint-Pétersbourg, duquel on a retrouvé au musée de Naples, du Conservatoire de Naples, un piano. C'est ça, pianoforte carré, Michael Kirchnig. Ce facteur était mentionné seulement par Valdrighi. Et encore, ce document-là, c'est vraiment intéressant. Donc, Valdrighi a mentionné un certain Adam Kirchwer, c'est aussi difficile à prononcer, qui n'était pas connu, pas du tout, mais après on a fait tout à fait récemment quand Messier Wodehouse était en train de préparer la nouvelle édition du Linguil, nous avons beaucoup discuté sur la possibilité que cet auteur mentionné par Valdrighi pouvait être considéré une variante graphique, son nom dit un célèbre facteur d'instrument de cuivre de Vienne qui s'appelle Kirsch. Et enfin, j'ai retrouvé exactement les documents qui Valdrighi avait examinés, c'est-à-dire c'est ça. Alors, ces documents-là parlent, vous le voyez en jaune, d'Adam Kirchwer, au Kirchwer, qui est la graphie du document original qui avait été dans les mains de Valdrighi. Donc, il avait copié exactement la graphie qu'il avait retrouvée. Et si vous voulez, je peux les traduire. Je dis non, un petit peu. Alors, dans cette lettre allemande, se contiennent ce que votre Excellence ordine que
soit fait par Messier Adam Kieswer, maître qui fait maître facteur des trompettes. Et en plus, dans le suivre du document, il est dit que ce maître, c'est-à-dire il habite, il travaille in Vienne auprès de la Stubentor, c'est-à-dire de la porte Stuben. Okay. Donc, ça c'est un cas particulièrement heureux parce que j'ai retrouvé les documents originaux. Encore quelques exemples. Alors, Scott Verona, 1511, mais c'est un facteur de violon qui est mentionné par Waldrig, numéro 2900, etc. Mais Waldrig écrit correctement Ferrara, pas Verona. Donc, c'est Lütgendorf, l'auteur de cette entrée, qui a fait l'erreur. Un autre cas, c'est vraiment intéressant parce qu'il regarde entre les plus belles guitares que je connais. Peut-être Florence connaît aussi des guitares encore plus belles. Mais alors, c'est le cas de Mosca Cavelli, un facteur qui est documenté seulement par Waldrig et duquel on a maintenant à Boston, en Amérique, deux instruments. Le premier, qui est dans le Museum of Fine Arts de Boston, et l'autre, qui est aussi très, très beau, qui est dans le Isabel Stewart Gardner Museum, aussi en Boston. Un autre cas regarde une collection qui est maintenant à Cape Town, au sud de l'Afrique. Ces luttes a été mentionnées précisément par Waldrig, qui évidemment l'a lu entre les mains, parce qu'il a lu l'étiquette 1761. Et ces luttes a été achetées par Messier Kirby, qui a été un collectionneur, un professeur anglais qui s'est transféré dans l'Afrique du Sud, à Cape Town. Et là où se trouve dans l'université sa collection, qui contient aussi un autre instrument, une harpe qui est le facteur de laquelle est connu seulement par Waldrig, c'est-à-dire chrétien, donc un auteur français. Cette harpe, pardon, pas chrétien, excusez-moi, champion, ok. Et cette harpe, c'est une unique, je crois, parce qu'il n'y a pas d'autres notices. Enfin, l'entrée Braun fut mise en discussion par Languille avec le point interrogatif, mais Waldrig s'occupait pas seulement de facteurs, mais aussi des collectionneurs, aussi de personnes qui étaient en relation pas tout à fait particulière avec les instruments de musique. Et donc, il a mentionné les frères Braun, qui était, alors, un des frères était l'auteur de la première méthode pour trombone qui a été publiée en France. Et voilà, la gamme et méthode pour les trombones par Braun. Donc, je vais terminer ma relation et je voudrais, en juin, que j'ai le plaisir de dédier cette relation à Florence Gétron parce qu'elle a toujours inspiré ma recherche et donc
c'est un lien vraiment long d'admiration complète. Merci de votre attention.